Donc c'est bon, l'enregistrement il démarre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter un peu ton parcours scolaire? Est-ce que tu as fait un diplôme spécial dans la mode ou dans la couture ou... Donc, moi, je suis Carole. J'ai appris en fait à coudre avec ma mère et ma grand-mère. Je couds depuis toute petite. Donc, j'ai pas fait de diplôme spécialement dans la couture. J'ai fait un parcours un peu éclectique en fait. J'ai un baccalauréat 3 théâtres, j'ai fait une fac d'histoire. Après, j'ai un BTS de technicien de transport de personnes. J'ai été à mon compte pendant une dizaine d'années où je faisais de la personnalisation textile. Donc, je mettais des logos, des motifs sur des t-shirts, des sweats. En broderie ou... Non, en flex. En flexographie. C'est-à-dire... Ce qu'on voit maintenant, ça se voit beaucoup maintenant, c'est accessible aux particuliers avec la Cricut. Ah oui, d'accord, Voilà. oui. Donc moi, si tu veux, à la maison, j'ai une Cricut géante qui fait 1,50 m de large. Ouais. Voilà. C'est des matières un peu plastifiées qui sont collées sur les C'est ça, t-shirts. c'est du flex. D'accord, Du ok. flex thermocollant. D'accord. C'est tout à fait ça. Ok. Donc j'ai fait ça, j'avais une boutique en centre-ville de Beauvais pendant une dizaine d'années. Après, j'ai travaillé un petit peu en magasin de tissus. Donc je travaillais anciennement Tissuland à Beauvais, j'y suis restée 5 ans. Et donc après, j'ai pu tenter l'expérience de me mettre à mon compte en couture. Et maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis... oui, 3 ans et demi que je suis à mon compte en couture. D'accord. Ta première boutique en centre-ville s'appelait déjà Kitty-Coo? Non, ça s'appelait La Fabrique. D'accord. Ah, La Fabrique, d'accord, Ouais. ok, sans savoir que... D'accord, oui, voilà. ok. Il y a encore plein de gens. Je connaissais, mais... Ça me fait plaisir ok. aussi, il y a plein de gens, mais même des clients ici, même des gens qui me reconnaissent encore dans la rue. Ah ouais. C'est délirant. Et quand j'étais à Tissuland, plusieurs clients, ah mais vous m'aviez fait mes t-shirts d'enterrement de vie de jeune fille, je les ai encore, voilà. Donc ça fait plaisir. Ah ouais, c'est cool. À l'époque, j'avais les cheveux rouges. Ah d'accord, ok. Voilà. Le petit changement, d'accord. C'est de l'entretien, hein, j'ai arrêté, ça prend trop de temps, j'ai plus le temps. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à monter ta propre société Qu'est-ce qui t'a fait dire que ok t'en étais capable et que J'ai surtout eu l'occasion à titre personnel, suite à une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, de pouvoir en fait me dire maintenant qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je voudrais faire, parce que bon, ayant été 10 ans à mon compte avant, retourner dans le salariat, c'était compliqué. Oui, je veux bien te croire. C'est pas simple. Bon, je suis quand même restée 5 ans, mais c'était une équipe bien particulière et surtout Ouais. ma responsable à l'époque, enfin voilà, on s'entend très bien toujours. C'était aussi humainement, c'est passé parce que voilà, il y avait certaines personnes où ça le faisait. Mais clairement, non, je suis plus faite du tout pour être salariée. C'est compliqué quand on est à son compte. Là, je devrais retourner salarié maintenant. Je crois que j'en suis encore moins capable que la première fois, quoi. Ouais, parce que moins de patience, parce que... Moins de patience, puis on est tellement habitué à faire les choses comme on l'entend, comme on les conçoit, Oui. comme on... Donc forcément, quand tu as un supérieur, il y a toujours un moment où lui, il va considérer, ça, faut le faire de telle façon. Toi, tu vas dire, non, mais c'est idiot, c'est contre-productif ton idée. Sauf que c'est compliqué des fois de le dire. Oui, voilà. Bien sûr. Et puis moi, au bout d'un moment, je peux pas m'en empêcher, il faut que je le dise. Parce que c'est plus fort que moi. Voilà. Donc, voilà. Mais okay, et donc puis c'était du surtout coup l'envie du coup et puis l'envie surtout, puis c'est ma passion de... depuis toujours. D'accord, ouais. Je dis, j'ai appris à coudre avec ma mère et ma grand-mère. À peine je marchais, je piquais les chutes de tissu de ma mère quand elle cousait. Je faisais des habits à la main à mes Barbies. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ok, c'est cool. Couture, tricot, crochet. Je suis d'une famille en fait de passionnés de travaux d'aiguille. Donc après moi, pour l'instant, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le flambeau. Mais ma mère et ma grand-mère cousaient, crochetaient. Mon arrière-grand-mère était une brodeuse hors pair. D'accord. Elle brodait, voilà, c'était magnifique ce qu'elle faisait. À la fin de sa vie, elle brodait encore alors qu'elle était aveugle. Ah ouais. Voilà, elle brodait au encore toucher. à... Ouais. Oh là là. Ouais. Wow. Non, c'était... Ouais.
Tellement habitué au métier que... Voilà. Ah, Ouais, purée. bah, tellement, en fait, c'était même pas C'est- son métier, ça n'a jamais été son métier, c'était une passion. Ah, c'était... Parce D'accord, qu'elle, ok. elle était fermière. Oui, Enfin voilà, c'était d'accord, dans la ok. Vienne. Voilà, Oui, ils oui, il avaient une travaillait ferme, beaucoup au ils champ, travaillaient ouais. dans les champs. Bien sûr. Mais bon, à l'époque, toutes les femmes faisaient des travaux d'aiguille. Oui, Voilà, les revues que tu vois affichées dans l'atelier, c'est les revues de broderie de mon arrière-grand-mère que ma maman avait conservées. d'accord. Ah, Donc je crois c'est que ça les... voilà, D'accord, c'est ok. ça. Et la plus vieille que j'ai date de 1925. Oh, bah c'est de la collection. Donc elle va avoir 100 ans l'année Eh prochaine. ouais. Ah bah moi c'est vraiment un attachement sentimental. Du Oui, coup quand j'ai beaucoup, trouvé ouais. ça, quand j'ai vu que ma mère avait regardé ça, et puis bah le fait d'ouvrir l'atelier, c'est un peu un hommage quelque part aussi à ma mère, ma grand-mère qui est décédée en juillet, donc il n'y a pas très longtemps. D'accord. Bon, ma mère a jamais connu l'atelier. C'est un hommage à toutes ces femmes-là en fait, D'accord, qui ouais. quelque part je considère que elles m'ont légué leur passion Mhm. et peut-être aussi une certaine prédisposition, ou je sais pas comment dire, C'est mais possible. voilà. Donc c'est aussi un peu un hommage. Je pense que ma mère aura été super heureuse. Ouais, de savoir que Ouais. t'as aussi Ma grand-mère repris, était super heureuse. Parce qu'elle, elle a connu l'atelier. Elle était très très contente que j'ai Ok. pu me mettre à mon compte. Kitty-Coo et Liberty Story, c'est deux entreprises en une ou ça fait partie du même... pour toi, c'est... Pour l'instant, c'est la même chose parce que j'ai pas encore réellement créé deux entités différentes. D'accord. Mais pour moi, je les différencie quand même parce que bon, bah forcément, Liberty Story, c'est réservé aux créations en Liberty. D'accord, oui. Et Kitty-Coo, bah, c'est tout le reste en fait. C'est tout ce qui est, Les l'atelier retouches, physique, on va dire, en oui. local. Les vêtements sur mesure, comme les robes pour les mariages, l'ameublement, enfin voilà, tout le reste. D'accord, ok. Donc, Oui, voilà. donc c'est plus deux entreprises. Bah pour moi, oui, c'est Enfin, quand même deux entreprises en une. Oui. Mais de toute façon, quand on est auto-entrepreneur, on n'a qu'une entreprise. Puisque Oui. de toute façon, Kitty-Coo, par exemple, c'est pas le nom de mon entreprise, c'est mon nom commercial. Oui, Le c'est nom ça. officiel de mon entreprise, c'est mon nom à moi. C'est ce que j'allais te dire, Voilà. du coup, Liberty Story by Kitty-Coo, par exemple. Bah même pas, c'est parce que Non. Kitty-Coo, c'est déjà une enseigne. Donc je peux très bien D'accord, avoir oui. deux enseignes commerciales pour une seule auto-entreprise, ça gêne pas ça. Parce Ah que de oui, toute façon, au d'accord, niveau de ok. l'État, Mm. l'identification de l'auto-entrepreneur, on est une personne physique. Oui. Donc c'est nous, c'est moi, c'est coucou, Ouais, c'est moi. d'accord, c'est pas qu'une personne morale. Voilà, on n'est pas, Ok. non, on n'est pas du tout une personne morale. On est une entreprise individuelle. Et quand tu es en entreprise individuelle, c'est toi l'entreprise. D'accord. C'est pas comme une société. C'est ton nom, voilà, d'accord, c'est oui. ton nom propre. T'es en nom propre. Oui. Donc pour le moment, de toute façon, Ok. quand j'ai ouvert, quand je me suis réimmatriculée pour Kitty-Coo, Oui. j'ai gardé le numéro de SIRET que j'avais du temps de la fabrique. D'accord. Au Parce qu'ils niveau t'ont du... redonné le même. Ah oui, parce oui, que... parce qu'ils font le lien et Parce que c'est toi. en fait, voilà, si tu veux, d'accord, tu as ok. ton numéro de SIRET, c'est les 9 premiers chiffres. Mhm, Et après, tu as souvent 3 zéros et 2 autres chiffres. mhm. Donc ça, c'est le numéro d'établissement. D'accord. Donc le numéro de SIRET, c'est le même. Et par contre, j'ai un numéro d'établissement différent. Oui. La fabrique, c'était tel Mhm. numéro d'établissement. Kitty-Coo, c'est tel numéro d'établissement. Oui, oui. Voilà. Mais ils D'accord. considèrent que c'est la même entreprise avec deux établissements différents. Ok, d'accord. Mais du coup, vu que... Ça, c'est une question beaucoup plus personnelle. Vu que tu dis que l'entreprise, c'est toi en ton nom propre. Oui. Du coup, comment ils considèrent que l'entreprise, c'est pas moi, par exemple, Marine, avec mon nom de famille, plutôt que le nom commercial que je vais lui donner? Ah bah ça, c'est quand tu fais ton immatriculation à la Chambre des métiers où ils te demandent ton nom, ton prénom, ils te Mhm. demandent ta raison sociale, ton nom commercial. Oui, Mais si tu fais une recherche, par exemple, par numéro de SIRET, c'est mon nom et mon prénom qui vont ressortir. d'accord, oui. Voilà. Ok. Au Ouais. niveau de l'État, non, pour eux, c'est ton nom et ton prénom qui sont D'accord. tes identifiants. Ok. Et ton numéro de sécurité sociale, bien sûr. Oui, Parce c'est que lié, c'est forcément. par ça Ouais. qu'ils t'identifient. Mm. Enfin, des fois, ils font fort. Hein. Moi, quand je me suis réimmatriculée au greffe du tribunal de commerce, il y a dû y avoir un gars à un moment qui a fait une faute d'orthographe sur mon nom. D'accord. Et ben, ils ont réussi. J'avais un deuxième numéro de sécurité sociale. Non, Si, ils peuvent le faire. mais non. Si, Mais c'est mais ça, incroyable. c'était ubuesque. Je te jure, c'était ubuesque. Je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça. D'ailleurs, le tribunal, quand j'ai appelé pour dire il y a un petit problème là, je pense, parce que du coup, j'ai deux numéros de sécurité sociale, je pense que vous avez fait une erreur. Mais comment c'est possible? Même eux, ils en revenaient pas, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ils n'avaient pas d'explication. Voilà. Donc, mais bon, c'est les joies de Effectivement, c'est fort. l'administration. Mais là, non, me refaire un numéro de sécu, parce que normalement, le numéro de sécu, t'en as qu'un, c'est à vie. Hein. Ouais, Tu ouais, peux oui. pas en avoir deux. Hein. Ouais. Juste pour une faute d'orthographe dans une lettre de mon nom de famille. C'est fou. Une inversion, même de 2 lettres dans mon nom de famille. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ok. Voilà. C'est fou. Les petites aventures d'immatriculation. Mais bon, en général, ça se passe quand même assez bien. Hein. Bah oui, bah je me doute, mais bon. Ça doit pas arriver souvent, faut que ça t'arrive à toi. Oui, bah C'est oui, un oui, peu, oui. En plus, ils exagéraient parce qu'ils avaient déjà le numéro de SIRET, tout. Je veux dire, il y avait juste quelque part à réactiver les dossiers. C'est pas comme si j'avais jamais été à mon compte, quoi. Ouais. Bref, Mais c'est du pas coup, grâce à la fabrique, t'as pas eu peur que cette société-là ne fonctionne pas. Tu savais que que ça allait fonctionner. Non, je savais pas forcément que ça allait fonctionner parce que, au contraire, justement, le fait d'avoir eu la fabrique, ça aurait pu me donner peur pour recommencer parce que la fabrique, du coup, j'ai déposé le bilan à la fin. En fait, Ouais. j'ai été en dépôt de bilan, donc quelque Mhm. part ça aurait pu m'effrayer. Mais le fait d'avoir eu la fabrique avant, bah, quelque part j'ai eu des expériences dont je tiens compte maintenant. Il y a des erreurs que j'ai fait à l'époque que je ferai plus. Voilà. Et quelque part j'ai appris mes erreurs. La fabrique, c'était une structure qui était quand même plus lourde puisqu'à l'époque le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas. Tu étais en micro-entreprise. Oui. Donc tu avais quand même un peu plus d'obligations, notamment au niveau comptabilité, où Oui. il fallait tenir une comptabilité détaillée. Donc j'avais une D'accord. comptabilité complète à tenir. Et il y a même un moment, j'ai dû prendre un comptable. Ouais, comme si maintenant t'étais en SARL ou autre oui, statut voilà, un juridique, peu, quoi. ouais. Ok. Donc du coup, effectivement, ça m'a servi de... De toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Hein. Je dirais, le tout, c'est d'arriver à tirer les leçons de tes expériences. Voilà, puis bon, j'ai quand même tenu à peu près 10 ans, hein. C'est pas non plus... Ah oui. Ah oui, je suis restée, ouais, pas loin de 10 ans, la fabrique. Et t'as réussi à repartir en salarié après. Bah Waouh. oui, j'avais pas trop le choix hein, sur Oui. le moment. Oui. J'avais pas trop Oui, le choix. faut bien vivre quand même. Bah voilà. Oui. Bah surtout que quand t'es à ton compte, à part le RSA, t'as le droit que dalle. Hein. D'accord. Tu cotises pour le chômage, mais tu n'as pas le droit au chômage. J'avais posé la question à l'URSSAF une fois. C'est étonnant ça. Non, on cotise par solidarité. Il paraît. Ah d'accord. Voilà. Ok. Donc oui, tu cotises pour le chômage, mais tu n'as pas le droit au chômage. D'accord, ok. Voilà, il faut le savoir. Donc en gros, un auto-entrepreneur, si demain il se plante, il a le RSA. Ok. Point barre. Ah oui. Bah oui, Super. voilà. Ok. Il faut le savoir. Du coup, quand t'as ouvert il y a 3 ans et demi, c'est ça? Ouais. Ça a fonctionné tout de suite ou ça a mis un petit peu de Bah temps? ça a mis du temps, ça met toujours du temps à décoller. De toute façon, il faut se donner, quand tu crées une structure, pour vraiment te rendre compte du potentiel, faut se donner 3 ans. Faut se donner entre 2 ans et demi, 3 ans pour vraiment voir bah, si ça décolle. Et puis aussi, bah, tu peux avoir le cas où ça décolle, mais après ça retombe. Oui. Tu vois? Donc voilà, faut se laisser quand même. L'idéal, c'est 3 ans. Se laisser Ok. 3 ans, voir si l'activité elle a monté, si elle se stabilise, si elle reste après plus ou moins égale d'un mois à Mhm. l'autre. Tu vois, tu peux avoir aussi des mois où tu as plein de demandes, des mois où tu n'as pas de demande du tout. Oui. Donc, faut laisser passer quand même 3 ans pour te faire quand même une bonne idée du D'accord. rythme de travail annuel, de la somme de travail, et puis voir aussi ce qui marche pas. Oui. Éventuellement, puis ajuster tes tarifs aussi, parce qu'au début, quand tu fixes tes tarifs, il y a des fois, tu es un peu dans le flou, tu dis, bon, bah en théorie, ça, mais... Et en pratique, tu t'aperçois en faisant le truc, ah bah mince, ça me prend plus de temps que j'avais prévu, tout ça. Donc voilà, la pratique te permet aussi d'ajuster ajuster tes tarifs, ajuster tes façons de faire, privilégier, si tu vois, tu montes ta boîte, tu pensais faire un truc, et puis bah au final, tu t'aperçois que ce truc-là, ça marche un peu, mais sans plus, mais que par contre, tu as beaucoup plus de demandes dans un truc parallèle. Bon, bah, tu privilégies le truc. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Donc de toute façon, oui, il faut se donner du temps, hein. Ça démarre pas comme ça. Quelle qualité tu préconiserais selon toi pour être couturière, vraiment en faire son métier à temps plein? Faut être patient, faut être méticuleux, faut être perfectionniste. Ça, comme je dis toujours à beaucoup de mes stagiaires, quelque part,
faut que la personne la plus exigeante avec ton travail, ce soit toi-même. Oui. C'est ce que je dis souvent à mes élèves qui sont en bac pro, etc. Je leur dis souvent, faut que ce soit toi qui sois le plus exigeant avec ton travail. Même si ton prof te dit oui, c'est pas mal, c'est bien, toi, bah, je suis sûre que quand même, si tu regardes bien, tu dis ah là j'aurais pu faire mieux, là j'aurais pu faire mieux, là je peux corriger un peu, là. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, tout le temps chercher à s'améliorer. Ouais. Parce que la couture, c'est de l'artisanat, donc ça reste un métier artisanal, même si c'est le parent pauvre un peu de l'artisanat. Mais mine de rien, quand on exerce un métier artisanat, c'est cousin de l'art, l'artisanat. Oui. Et au final, on apprend toute sa vie, et on s'améliore toute sa vie. Vrai. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Oui, il y a aussi cette curiosité à avoir, parce que c'est vrai qu'on apprend des techniques avec l'école. Mais il y a plein d'autres techniques. Regarde, moi, ce que j'ai appris en cours par rapport à ce que j'ai appris avec toi. Voilà. C'est des techniques différentes, mais qui sont mieux parce que tu as l'expérience qu'il faut aussi, en fait. Ah bah, de toute façon, après, c'est ta pratique qui fait que tu vas améliorer ta technique, ta dextérité. Tu vas aussi privilégier certaines techniques par rapport à d'autres qui te conviennent mieux, toi. Oui. Voilà. Et ça, il n'y a que la pratique qui fait que tu l'acquiers, en fait. Oui. Je crois que c'est dans le compagnonnage, il me semble qu'on dit toujours que c'est le jour où tu sors de l'école que tu commences vraiment à apprendre. Ok. En fait. Oui, parce que c'est de la théorie, mais rien ne vaut la pratique, en fait. Voilà. Et puis des dizaines d'années... Enfin, voilà, c'est... Normalement, quelqu'un qui est vraiment passionné, parce qu'après, il y a quand même une différence entre les gens qui sont vraiment passionnés et les gens qui sont purement, je dirais, techniciens. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font de la couture parce que c'est purement alimentaire. C'est souvent les gens qui se cantonnent à faire de la retouche des ourlets, des choses vraiment très basiques. Mais c'est des gens qui n'ont pas forcément en fait la créativité, par exemple, pour faire quelque chose de A à Z. Tu vois, il y a un peu quand même deux domaines dans la couture. Et pendant très 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 longtemps, il y a beaucoup de jeunes filles, parce que bon, voilà, c'était les jeunes filles, qu'on dirigeait vers la couture, comme on dirigeait, je dirais, les garçons vers la mécanique. Oui. Tu vois. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de dames qui ont fait de la couture leur métier, mais c'était purement alimentaire. Donc c'est vrai que ces gens-là, voilà, ils n'ont pas forcément ce besoin et cette envie d'apprendre, de s'améliorer. C'est plus des automatismes et voilà. Les gens qui travaillent à la chaîne dans des ateliers de confection, les gens, voilà, c'est quand même... C'est différent de vraiment avoir un petit atelier, une petite structure comme moi, où quelque part, enfin voilà, moi les retouches c'est plutôt assez plus anecdotique. Moi réellement ce que je privilégie, c'est les confections sur mesure, c'est la création, c'est oui. Et puis il faut être résistant au stress aussi, parce que mine de rien c'est quand même beaucoup de stress d'être à son compte. Ouais. Ne serait-ce que de savoir si on va pouvoir avoir assez de travail pour pouvoir par exemple, payer l'URSSAF. Tu peux pas savoir. Alors, en auto-entrepreneur, tu n'as pas trop de soucis pour le moment, puisque de toute façon, tu peux déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois et tu ne payes que selon ce que tu as rentré. Oui. Donc, de toute façon, c'est après, du coup, à toi de prévoir dans ce que tu rentres. Tu sais que tu as X% d'URSSAF qu'il faut que tu mettes de côté, que tu reverseras. Voilà, c'est pas trop ça. Le souci, c'est plutôt que avoir suffisamment de volume pour toi arriver à te tirer un salaire et arriver à en vivre. Oui. Et puis le stress aussi de gérer les clients, éventuellement gérer les gens mécontents, parce que tu n'as pas de service réclamation. Donc, oui. Le service réclamation, c'est toi. Ouais. Donc voilà, quelque part, quand tu travailles tout seul, tu fais tout. Donc, faut arriver à... Bon, ça doit pas arriver souvent quand même d'avoir des gens mécontents, parce que, je veux dire, les gens qui viennent te voir, c'est quand même des gens... Alors, c'est pas arrivé souvent, mais tu as toujours de toute façon le risque, parce que tu auras toujours, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui sera pas content, parce que surtout maintenant, avec l'état d'esprit qu'ont les gens d'avoir... tout de suite, tout pour rien. Le problème de la société de consommation, c'est que ça a habitué les gens à certaines choses qui sont pas viables avec l'artisanat, c'est pas possible. Oui, bon après, voilà.
je veux dire, ils ont la possibilité de dire non, de dire stop déjà à la base quand ils viennent et qu'ils te disent bah voilà, je voudrais faire ça, 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 et que tu leur annonces le prix et s'ils trouvent ça trop cher, ils disent bah non, voilà, ils ont l'occasion de dire bah non, finalement, je trouve ça trop cher. Mais bon, t'as quand même cette partie-là à gérer aussi, il faut, voilà. Oui. Il faut se le dire. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à, tu sais, au recyclage des vêtements, parce qu'on en jette énormément maintenant avec la fast fashion, etc. On produit énormément, mais il y a beaucoup qui n'est pas vendu. Et il y a beaucoup d'upcycling. On réutilise les vêtements pour leur donner une seconde vie, pour en faire d'autres choses aussi. Alors, bah, moi, c'est pas trop ma position. Je le fais, moi, à titre personnel, parce que, voilà, je le fais en retouche, entre guillemets, parce que c'est au-delà de la retouche, quand même, c'est un peu comme la chemise que j'ai fait pour le monsieur, tu vois. Oui. Voilà, c'est plus que de la retouche, là, c'est quand même, voilà, c'est un peu plus, c'est pas juste un ourlet, mais je le fais pour des clients, pour des affaires auxquelles ils tiennent, je répare certaines choses qui, quelque part, ça coûte plus cher de les réparer que d'en changer, mais les gens y tiennent quand même, donc ça fait partie. Réutiliser les bas de pantalon si tu fais un ourlet. Voilà, par contre, effectivement, si tu raccourcis le pantalon, réutiliser si tu veux augmenter la ceinture. Voilà. C'est la même matière, c'est la même couleur, donc autant en profiter. Après, je garde toutes mes chutes parce que je sais jamais pour une petite retouche, une petite réparation de quel tissu je vais avoir besoin. Donc c'est vrai que je garde beaucoup toutes les chutes, tous les bas d'ourlet que je fais, etc. Ne serait-ce que pour mes stagiaires, pour qu'ils s'exercent aussi. Oui, ça fait de la matière. C'est vrai. Ça évite d'utiliser un tissu neuf, entre guillemets, un tissu qui peut servir à autre chose. Et ça permet de se faire la main. Donc après, moi, je jette le moins possible, je réutilise le plus possible. Là, par exemple, dernièrement, j'avais un stagiaire qui n'avait jamais fait de braguette de pantalon. J'ai fouillé, on a trouvé 3-4 bas de jeans, j'ai trouvé 3-4 fermetures éclairs qui avaient été démontées sur des vêtements. Et il s'est entraîné, il a fait juste des braguettes. Voilà. Il en a fait plusieurs pour intégrer la méthodologie, la gamme de montage. Sinon, l'upcycling en lui-même, c'est-à-dire par exemple une veste en jean, une ancienne veste en jean, la réutiliser pour faire un sac, ou non, ça tu fais pas. Non, c'est pas trop mon créneau. Ok. Je l'ai fait, je le fais pour moi à titre perso, mais non, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui le font. Oui. C'est le marché un peu saturé, c'est un peu comme le marché des lingettes réutilisables et compagnie, c'est ultra saturé. Et comme la plupart calculent pas bien leur prix, c'est ultra saturé par des choses à très très bas prix. Où du coup c'est difficile de faire sa place en se faisant payer un prix correct. Voilà. C'est difficile d'être concurrentiel avec des gens qui travaillent à perte, je dirais. C'est quand même compliqué. C'est vrai. Si toi ton but c'est d'arriver à en vivre. C'est un petit peu le souci qu'on a la France par rapport à la Chine aujourd'hui, parce que la Chine vend à très très bas prix parce qu'ils produisent énormément. Alors c'est aussi parce et à des coûts très bas. Voilà, parce qu'il y a aussi des choses très. Le niveau de vie n'est pas comparable. Oui. Moi là je te parle vraiment de gens en France en fait qui vendent à des prix où elles peuvent pas être rentables. C'est pas possible. Oui. Parce qu'elles n'ont soit pas de notion de comptabilité pour calculer leur prix. Leur unique réflexion, c'est de se dire elle le fait à temps, je vais le faire un peu moins cher. Comme ça, je vendrai plus. Oui. Sauf que si t'es pas rentable et si fabriquer un truc, ça te coûte de l'argent, c'est pas intéressant d'en vendre 10. Parce que ça te coûtera 10 fois plus d'argent. C'est ça. C'est plus ça, en fait, qui est problématique. Parce que le problème de tout ce qui est fait en Chine, tout ça, c'est un faux problème et c'est pas une réelle concurrence. Les gens, quand même, maintenant, font bien la différence entre du made in China et du fait main en France. Il y a quand même eu une évolution des mentalités à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Il y a une vraie évolution des mentalités. On s'est rendu compte que c'était pas de la super qualité non plus. Ah, il y a aussi de la très bonne qualité. Des trucs de très bonne qualité. C'est là qu'ils sont très forts, en fait, en Chine. C'est qu'ils peuvent te faire de la très bonne qualité comme de la très mauvaise qualité. Ils te font ce que tu demandes, de toute façon. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils font ce qu'on leur demande. Voilà. Tu veux de la mauvaise qualité, ça tient ou ça tient pas. Tu l'auras à très bas prix. Tu veux de la meilleure qualité, ça sera un petit peu plus cher. Voilà. Mais eux, ils s'adaptent.
c'est ça leur force, et c'est ce que nous, on n'a pas su faire en Europe, c'est qu'ils s'adaptent à tout, en fait. Oui. Ils sont impressionnants. C'est vrai. Et au final, mais c'est pas une réelle concurrence avec l'artisanat, en fait. Parce que les gens, quand même, maintenant, font bien le distinguo, Oui. quand même. Est-ce qu'on peut apprendre la couture à tout âge, selon toi? Ah oui, oui. Même un enfant de 3 ans non, 3 ans, c'est un y peu a petit quand même. minimum Non, quand faut quand même être un peu. Mais j'ai déjà eu. Oui, j'ai déjà appris, moi, des jeunes de 7-8 ans, par exemple. D'accord. Ouais. Après, il faut adapter. Faut adapter ce qu'on monte, faut adapter voilà, la difficulté. Il y a des choses très simples en couture, hein. Oui. Puis je te dis, moi, j'ai commencé à 6 ans, 6-7 ans, Oui. à la main. Oui, une aiguille, du fil, ouais, à la main, oui. C'est vrai. Une des plus hallucinantes que j'ai eues en stagiaire, c'était une des premières que j'avais eues. Elle était toute jeune, je crois qu'elle avait 12 ans. Ah ouais. C'était vraiment sa passion depuis toute petite. Ses parents cousaient pas. Et en fait, du coup, non, elle était peut-être un peu plus âgée, parce qu'elle devait être en 3e, fin de collège. Ouais. Elle faisait son stage de découverte au collège, en fait. Et elle avait voulu le faire, voilà. Donc, les parents l'amenaient quand même tous les jours de l'Isle-Adam, hein, du 95. Waouh. Donc, Oui. et franchement, la gamine, elle avait de l'or dans les mains. Ah ouais. Elle avait ça en elle, alors qu'elle n'était pas d'une famille du tout de ça. Je lui fais faire des trucs en une semaine. D'accord. Voilà, elle a fait des trucs. Elle s'est servie de la surjeteuse. Elle a même eu le droit de se servir de la machine de la chef. Oh là. Ah ouais. C'est dire, hein. Et du coup, après le stage, j'en ai discuté avec ses parents. Elle voulait continuer là-dedans. Ses parents préféraient qu'elle continue en général parce qu'en plus, c'était une très bonne élève. Et ben la gamine, c'est ce qu'elle a fait. Hallucinante. Elle a fait les deux. Elle a fait les deux. Waouh. Elle a fait double cursus. Voilà, double cursus. Elle a fait CAP couture en candidat libre et en parallèle, elle a fait son lycée. D'accord. Eh ben. Mais effectivement, moi ce que j'ai dit aux parents, si elle veut, si elle est demandeuse, donnez-lui les moyens parce que réellement, elle a quelque chose en elle. En une semaine, clairement, je l'ai vu. Et si vraiment ça lui plaît, la pratique, oui, elle arrivera à en faire quelque chose. Ouais. Voilà. Parce qu'après, il ne faut pas oublier aussi que la couture, quand on est doué, on peut aussi finir. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une annonce, c'était la Comédie Française, elle cherchait des costumières. Ah oui, ouais. Voilà, il y a tout ce domaine-là aussi. Il y a plein de domaines super intéressants en couture. Le costume historique, costume de théâtre. Entretenir, pareil, tu as des musées sur les vêtements, les costumes, faire l'entretien de toutes ces pièces-là. D'accord. Tu vois, par exemple. Ah, ça existe, d'accord. Ah bah oui, t'as forcément des petites mains ou travailler en petites mains en haute couture, ou tu vois, il y a tout ça aussi, hein, il y a tout ce domaine-là. Ah oui, ok. Et justement, à contrario avec l'upcycling, il y a la fast fashion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Moi, je suis pas du tout sensible à ça parce que je suis pas sensible aux modes en fait. Moi, les vêtements que j'ai, je les garde en général des années et des années. Donc, je suis pas. Mais le fait de produire beaucoup comme ça. C'est pas intelligent, c'est pas. Non, c'est pas. Mais bon, si l'être humain, il y a tellement de choses. Parce que là, on parle de la fast fashion, mais c'est exactement, tu vois, moi je suis végétarienne. Oui. C'est exactement le même principe dans la production de la nourriture, l'élevage de masse. On produit, par exemple, beaucoup trop de viande par rapport à ce qu'on a réellement besoin de consommer. Et c'est une tendance, c'est malheureusement une tendance depuis les 30 Glorieuses, en fait, ça date d'après la guerre. Où ça a démarré comme ça, c'est un peu, c'est les États-Unis qui ont amorcé les choses, mais ça s'est répandu avec la libération, etc. Et c'était ce côté en fait où le fait de posséder, ça tranquillisait les gens et ça leur donnait aussi l'impression d'avoir un certain niveau de vie. Oui. Parce que si tu peux t'acheter ça, c'est que tu as un certain niveau de vie, donc ça, inconsciemment, je pense que ça te tranquillise.
À contrario du fait qu'ils avaient beaucoup manqué pendant la guerre, Voilà, etc. voilà. Ouais. C'était un peu une réaction, ce qui peut se comprendre. Oui, bien sûr. Sauf que maintenant qu'on se rend compte que c'est pas intelligent du tout et que ça nous fait aller dans le mur, il faudrait réagir maintenant. Mhm. Mais c'est compliqué parce que La machine est lancée. la machine est lancée et t'as quand même beaucoup de gens qui se disent ouais, je préfère m'acheter 3 jeans dans l'année à 10 balles et en changer tous les ans plutôt Mhm. qu'en acheter un à 150 balles et le garder 10 ans. Voilà, C'est malheureusement. vrai. Est-ce que tu penses que la société, elle va plutôt vers la fast fashion ou est-ce que tu penses que les gens reviennent plus il y a quand même une sensibilisation quand même ces dernières années Depuis le Covid, à il y a une sens. l'upcycling, Ouais, à tout ouais. ça, à faire attention à ses Hum. vêtements, à racheter plutôt de la qualité que tu vas garder quand Oui, mais à même un côté de certain ça, t'as quand temps. même Les nouvelles Temu et générations. Shein qui ont explosé. Oui. Donc Donc, c'est un équilibre en quelque fait. part, je pense que quelque part, les gens, il y a une partie des gens qui ont pris conscience Oui. et qui boycottent ce genre de site, tout ça, mais il y a une autre partie des gens qui n'ont pas, Les nouvelles, pris les nouvelles conscience générations de sont ça beaucoup et qui... sensibilisées à ça parce que moi j'ai l'exemple de ma petite sœur, on a que 10 ans d'écart, Hum. tu vois. Et pourtant, elle est très. Faut faire attention aux emballages Ouais. plastiques, il faut faire attention à pas consommer trop les vêtements, tout ça, la fast fashion, ça l'intéresse pas. Enfin. Mais ça dépend surtout des individus, parce que je pense qu'il y a aussi plein de gens de son âge qui vont... je vois plein de gamines, qui commandent à tour de bras sur Shein, sur... Oui, après, est-ce que c'est pas parce que ça coûte moins cher Ça aussi coûte moins cher, bah oui. Donc on a De l'impression toute de façon, pouvoir en acheter beaucoup. voilà, et... c'est le slogan de Temu, shop like a billionnaire, Ouais, achète comme un billionnaire. c'est ça. Voilà, c'est exactement le slogan de Temu. Ouais. C'est on te vend des trucs à bas prix pour que tu aies l'impression d'avoir des super moyens de pouvoir acheter plein de trucs. Ok, donc il y a un équilibre qui se fait. C'est pas vraiment un équilibre, pour moi, c'est surtout que tu as une partie des gens qui s'en rendent compte et une autre Ouais. partie, c'est même pas qu'ils s'en rendent pas compte, tu as clairement une partie des gens qui s'en fichent D'accord. aussi, je pense. Ah oui, tu penses qu'il y a des gens qui juste. Ah oui, il y a des gens qui sont tape complet, hein. Oui, je pense. Ok. Hein. Oui. C'est des sujets qui les intéressent Non, même pas. non, ils se sentent pas concernés parce que c'est des gens qui se projettent pas forcément plus que ça dans l'avenir, qui pensent pas aux conséquences de ce qu'ils font. C'est exactement le même principe que les gens en voiture qui roulent à fond parce qu'ils s'en foutent des autres, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. L'être humain est profondément égoïste, C'est vrai. en fait. Donc il y a quand même ça qui reste assez fort. Et dernière. Ah non, avant-dernière question. Tu gères ta société seule. Oui. C'est un choix. Oui. D'accord. Et pourquoi? Enfin, si c'est pas trop indiscret. Hein, parce qu'au moins, en étant toute seule, je suis à peu près sûre de relativement bien m'entendre avec moi-même. Même si des fois, on n'est pas toujours d'accord toutes les deux. Mais non, globalement, ouais, je préfère être toute seule. D'accord. Ouais, c'est plus une question de tu gères comme tu veux. Voilà, et je fais, t'as pas de compte à rendre. je fais comme je veux. Puis j'ai pas l'âme d'une patronne. J'ai eu, quand j'avais la fabrique, j'ai eu une employée un petit peu... Ouais. qui était là un jour par semaine sur la fin, mais j'ai jamais eu l'âme d'une patronne. J'ai pas la patience en fait forcément d'avoir Ouais, d'avoir quelqu'un tous les jours comme ouais, ça, un peu dans les pattes entre guillemets. Puis je suis un peu, puis je sais que je suis comme ça, je suis un peu du genre, moi quand je dis un truc une fois, je vois pas pourquoi il faudrait que je le dise une deuxième. Et puis alors quand je suis salariée, j'ai cet état d'esprit aussi, c'est quand tu es là pour faire un boulot, tu le fais bien. Ou sinon, c'est pas la peine d'être là. Bien sûr. Voilà. Logiquement, oui. Voilà. Mais malheureusement, pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que quand on débute, par exemple, comme moi, il y a des choses où, voilà, il faut aussi que ça devienne des automatismes. On a plein de choses à découvrir. C'est pas tellement... Alors, c'est pas par rapport à ça. C'est une anecdote toute bête. Par exemple, du temps où j'avais la fabrique, ma salariée, une fois, elle est arrivée plutôt que moi, elle avait de la boutique. Elle a voulu commencer à poser les motifs sur les t-shirts. Et il y en a un qu'elle a mis à l'envers. Du coup, ça n'a pas marché, machin. Et en fait, plutôt que de me le dire, elle a rien dit. Elle a tout plié, elle l'a laissé et puis elle a rien dit. Et je m'en suis aperçue. Et du coup, je l'ai engueulé, mais comme je lui ai dit, je t'engueule pas parce que t'as fait une erreur. Tout le monde en fait des erreurs, c'est pas le problème.
C'est le fait de t'avoir rien dit. C'est le fait de m'avoir rien dit, parce que tu m'as privé quelque part du temps nécessaire pour réparer l'erreur. Quelque part, l'important dans la vie, c'est pas de faire des erreurs ou de pas en faire. C'est quand tu fais, de savoir de les assumer, de les gérer et de faire en sorte de les réparer. Ouais. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là, tu vois, où je dis, j'ai pas une âme de patronne. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à supporter. Je suis quand même, voilà, je suis quelqu'un d'ouvert, voilà. Oui, parce qu'étonnamment, tu prends des stagiaires. Voilà. Je veux dire, Moi, ce qui m'a le que j'ai plus passées énervé, avec toi, quelque part, c'est qu'elle m'ait menti. Ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle m'ait menti. Oui, c'est bon, t'es pas une gamine de 5 ans. T'as pas à me mentir. Oui. Voilà. Bien sûr. Et je crois qu'à la fin de l'engueulade, je lui ai dit, tu sais ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que là, tu m'obliges à jouer la patronne. Et ça, j'aime pas. C'est vrai. Donc c'est plus par rapport à ça, voilà, j'ai pas envie de... Ouais, le côté patron. Ouais, ça me... je suis obligée de te remettre à ta place. Ouais, ça me... J'ai certains stagiaires, les gamins, ils ont leur téléphone. Bon, si je vois que c'est raisonnable, que je vois que c'est... Voilà, qu'ils sont pas... Mais il y en a 2-3 jours, je vois bien qu'ils sont constamment dessus et que ça les déconcentre et tout. Donc, au bout d'un moment, je suis obligée de dire, non, téléphone, tu le laisses à l'entrée. Je t'ai laissé 2-3 jours, j'ai observé, j'ai vu que ça te déconcentrait, que tu étais toujours dessus. Donc, non, ton téléphone, tu le laisses dans ta veste à l'entrée. Ouais, la couture, c'est pas un jeu. Faut être téléphone vraiment, interdit. Bah, si tu es là en tant que stagiaire, si tu fais une section couture, c'est que ça t'intéresse. Si c'est pour passer l'après-midi sur ton téléphone, tu vas rien apprendre. Donc, puis moi, ça va me gonfler parce que tu vas faire des erreurs et tu vas pas retenir ce que je te dis. Donc, moi, ça va me gonfler. Ouais, bien sûr. Voilà, t'es pas concentré. Ouais. Dernière question. Je pense que c'est la plus importante d'ailleurs. Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ton métier, cette société que tu as créée? Alors, je sais pas si j'ai réellement une notion de valeur à transmettre ou pas. Je t'avoue que c'est pas... D'accord. Même sans parler de valeur, est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose Transmettre mon savoir-faire, ça m'intéresse, déjà.
Parce que comme je te disais, moi je l'ai hérité de personnes avant moi, donc je trouve ça important de le transmettre. Bien sûr. Comme pour l'instant, je peux pas le transmettre a priori à quelqu'un de ma famille, puisqu'ils ne sont pas forcément intéressés couture. Oui. Du